Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du Sideline. Si tu as envie d'entendre parler de protéines, stéroïdes anabolisants, créatine, greens, bonne écoute! Bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie-Lynne Naud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Bonjour, Dr Ouellet. Bonjour à vous deux. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui sur le Sideline. Ça fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment populaire chez les jeunes. Je pense qu'entre autres, on entend beaucoup parler dans ta pratique. Là, on va parler de suppléments chez les jeunes, chez les ados, etc. Oui, c'est commun. De plus en plus de patients, mais surtout de parents viennent me poser des questions par rapport à tout ça dans le décours d'une consultation pour tout à fait autre chose. Exact. Nous aussi, on a cette impression-là. Fait qu'on s'est dit que ce serait vraiment un bon sujet à aborder là, en podcast. Peut-être pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu l'épisode précédent qu'on avait fait là, avec toi, est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu là, ton parcours, ta surspécialité? C'est quoi? En fait, moi, je suis pédiatre de formation. Là. J'ai fait ma formation à l'Université Laval à Québec et j'ai fait une formation supplémentaire en médecine du sport, ce qui fait que je travaille là, à peu près 90% de ma tâche en pédiatrie générale. Puis je fais un 10% de ma tâche là, qui est de la médecine du sport orientée vers les enfants et les adolescents là, au Centre de médecine sportive de Laval. Ça, on commence vraiment dans le vif du sujet des suppléments. Là. Pourquoi les suppléments sont rendus populaires comme ça? Qu'est-ce qui fait que les jeunes viennent nous poser des questions là-dessus ou sont intéressés par ça? À mon avis, à moi, puis j'ai pas d'études scientifiques pour le prouver, là, mais je pense que c'est deux axes principaux, le marketing et les réseaux sociaux. Parce qu'au final, les évidences qui viennent appuyer cette utilisation-là sont soit très faibles ou inexistantes. Fait qu'au final, ça va être du marketing et le fait que tout le monde semble en parler, semble en prendre. Fait que pourquoi je manquerais ce bateau-là, pourquoi je prendrais ce risque-là d'être moins performant dans mon sport, là. Oui, c'est ça. On est toujours à la recherche d'une potion magique qui va faire en sorte qu'on va mieux performer. Là. Donc, c'est ce que la publicité nous vend. Là, et ces compagnies-là ont des sommes d'argent astronomiques à mettre en publicité, en marketing. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, le marketing coûte beaucoup moins cher que ce que ça coûtait avant. Donc, c'est un peu un bar ouvert là, à ce niveau-là actuellement. Là. Puis, c'est quoi, mettons, là, de ce que je crois comprendre que c'est plus une affaire marketing qu'autre chose, les suppléments. Fait que c'est quoi votre take là, sur les suppléments? Est-ce que c'est mieux d'avoir des suppléments ou avoir un repas équilibré? Bien, ça encore là, c'est une question qui est très, très simple à répondre dans le sens où les données nous montrent qu'un enfant, un adolescent et même un adulte qui est actif et qui a une alimentation riche et variée, se baser là, sur la nouvelle mouture du Guide alimentaire canadien, la moitié de l'assiette des légumes, le quart les grains, le quart les protéines. En faisant ça, on va aller chercher tout ce qu'on a besoin, autant au niveau macro que micronutriments. Macronutriments, les protéines, les sucres, les gras, puis les micronutriments, toutes les vitamines, les minéraux. On va être correct avec ça si on mange bien. Mais là, après ça, on rentre dans pour quelles raisons les gens vont vouloir utiliser des suppléments. Là. Mais donc, conclusion rapide, pour un adolescent qui s'alimente bien, suivant, grosso modo, le Guide canadien alimentaire, on n'en a pas besoin. Le bottom line, si tu as une alimentation riche et variée et que tu manges en fonction de ta faim, en fonction de tes besoins, là, dû au fait que tu es plus actif, donc tu as plus de besoins, tu es correct. Si tu manges bien, tu es correct. Tu n'as pas besoin de rajouter rien dans ton corps qui va coûter cher, qui risque fort de se ramasser dans la toilette et qui, au final, peut t'amener certains risques au niveau de ta santé ou au niveau de la pratique de ton sport. Puis là, je comprends, si on a un repas équilibré, supplément correct. Mais étant donné que la plupart des adolescents et des jeunes adultes, un repas équilibré, c'est un petit peu plus difficile à avoir. Mais ça, non. Ça a été bien démontré. Là, Santé Canada a fait une grosse étude là-dessus en 2012. Ils n'ont pas renouvelé cette étude-là encore, mais on s'entend. Là, la nutrition n'a pas changé énormément depuis ce temps-là, mais ça avait été bien vérifié en 2012, autant au niveau macro que micronutriments. Puis ils ont regardé qu'est-ce que nos adolescents mangent, puis est-ce qu'on va aller chercher nos apports quotidiens recommandés, c'est ce qu'on voit là, sur les étiquettes là, au dos là, de nos produits. Et autant au niveau des protéines que des carbohydrates, là, les sucres, juste avec l'alimentation usuelle d'un adolescent typique canadien,
pour les macronutriments, protéines, sucre, 98% et plus, là, en général, des gens allaient aller chercher ce qu'ils ont besoin comme éléments nutritifs essentiels dans leur alimentation. Fait que là, on s'entend, là, on parle des poudres de protéines, on parle de... L'alimentation, elle est amplement suffisante. Puis si on va voir peut-être plus au niveau des micronutriments, comme je disais tantôt, les vitamines, les minéraux, on est au Canada, il fait beau 2 semaines par année, fait que le vitamine D est peut-être un enjeu qu'on doit garder en tête. Il y a même certaines latitudes au Canada, là, si on pense à Edmonton et tout ça en montant, où est-ce qu'un supplément de vitamine D quotidien est recommandé. Dans les latitudes plus basses, comme la majorité des gens au Québec, on ne le recommande pas, à part pour les nourrissons. Mais il y a calcium, vitamine D qu'on doit garder en tête, là, malgré le fait que le lait n'est plus un groupe alimentaire officiel. Je continue de recommander à mes enfants, à mes adolescents de continuer à boire 1 à 2 verres de lait par jour, juste parce que ils sont dans l'âge où est-ce qu'ils vont construire leurs os pour le restant de leur vie. Fait que, là, je parle avec une orthopédiste, là, je parle à une convaincue, là, mais c'est sûr que calcium, vitamine D, on doit le garder en tête, mais pour tout le reste, les vitamines, le zinc, le magnésium, et si patata, on va aller le chercher avec une alimentation riche et variée. Puis on le sait que les athlètes vont avoir des besoins plus grands de plein de choses, parce que eux autres, avec leur auto, ils font pas juste Montréal-Québec, ils font Montréal-Gaspé. Fait qu'ils ont besoin de mettre plus de gaz dans leur auto pour se rendre à destination. Si tu t'entraînes 5 fois par semaine, puis des fois 2 fois par jour, tu as besoin de mettre plus d'essence dans ton auto pour te rendre à destination. Fait qu'on le sait que les adolescents, les enfants qui sont actifs vont avoir des besoins qui vont être plus grands, mais encore là, c'est des enfants, c'est des adolescents. S'ils travaillent plus fort, ils ont faim. Le corps est bien fait. Le corps t'envoie des signaux dans la vie que tu te dois d'écouter. Fait que, tu sais, ces enfants-là vont aller chercher leurs besoins juste parce que le fait qu'ils ont faim puis ils mangent tout le temps. Tu sais, c'est bien démontré, entre autres, pour les protéines. On a des besoins d'à peu près 1 gramme par kilo par jour si on est... 1 gramme par kilo de poids corporel par jour si on est sédentaire. On peut doubler pour un adolescent qui est actif, mais c'est ça, on le sait que, ça a été bien démontré dans les études, que juste par le fait qu'ils ont plus faim et qu'ils vident le frigidaire, ils vident la garde-manger de façon routinière, ils vont aller chercher ces besoins-là. Les signaux du corps sont bien faits, là, en général. Puis, juste rebondir là-dessus, vous avez dit 98% des jeunes vont avoir, au niveau des macros, des micronutriments, ils vont être corrects. Oui. Est-ce que là-dedans, on parle justement, comme quand je parle de suppléments, je pense aussi à la poudre de protéines, là, il y a beaucoup de jeunes qui vont prendre la poudre de protéines pour plus avoir de protéines. Est-ce que vous comptez... Moi, c'est mon principal argument pour la poudre de protéines. Quand les gens viennent me voir et ils me disent qu'ils prennent justement des protéines, ben, je peux te démontrer que de par ton alimentation, tu es correct. Tu vas aller chercher, dans 98% des cas et plus, vont aller chercher ce qu'ils ont besoin juste par l'alimentation. Fait que le fait de prendre de la poudre de protéines supplémentaire, ben, de un, c'est quelque chose qui, habituellement, les magasins le donnent pas, là. Ça coûte très, très cher, ces suppléments-là. Fait que là, il y a un coût financier qui est très significatif. Mais il y a aussi le fait que, ben, si ton corps en a pas besoin, ton corps ne l'accumulera pas, ne le stockera pas. Le corps va aller chercher ce qu'il a besoin, puis le reste va se ramasser dans les toilettes, soit via les selles ou via les urines. Fait que ça finit par faire des flushes qui coûtent très, très cher, là. Fait que, tu sais, complètement éliminé par les voies naturelles. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un danger pour nos athlètes plus haut niveau qui sont à risque de faire un jour un pipi dans un petit pot. Ces produits-là ne sont pas nécessairement 100% sécuritaires dans le sens où les produits peuvent être contaminés avec des éléments qui vont faire que ton test de pipi va flaguer à l'antidopage. Fait qu'il faut être très, très, très prudent avec n'importe quoi qu'on met dans son corps parce qu'au final, les règles de l'antidopage sont que tu es responsable de tout ce qui se retrouve dans ton corps, peu importe la manière dont ça s'est retrouvé là. Fait que, tu sais, il faut être très, très, très précautionneux pour les athlètes de plus haut niveau. Puis, il y a aussi le fait que des produits que tu mets dans ton corps que tu n'as pas besoin, mais c'est un produit médical, donc peut être associé à des effets secondaires. Les gens qui prennent de la poudre de protéines comme ça, ben ça peut causer, ça va être principalement des effets au niveau intestinaux, de ballonnement, de gaz, de diarrhée, qui est peut-être pas l'idéal quand tu es à une course de 180 km de vélo ou quand tu fais un marathon, là. C'est peut-être pas le bon moment pour que ça te brasse dans le ventre, là. Fait que tous ces produits-là ne sont pas dénués de conséquences.
Est-ce que tu dirais que dans la catégorie des suppléments, les protéines, c'est ce que tu te fais le plus questionner? C'est clairement ce que je me fais le plus questionner, les protéines, parce que c'est probablement un des produits les plus accessibles. Ils en tiennent dans les épiceries, dans les pharmacies, dans les magasins de suppléments aussi de toutes sortes. C'est ce qu'on va voir beaucoup utilisé chez les athlètes, chez les influenceurs et tout. Puis c'est un produit qui est assez facile à consommer également. Là. Puis là, tu sais, il y a beaucoup de... Surtout chez les jeunes garçons, je dirais, là, qui commencent à faire du sport de plus haut niveau. Puis, tu sais, on sait que la croissance chez les garçons n'est pas à la même vitesse. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme une pression un peu d'image corporelle, de gonfler les muscles, tout ça. C'est sûr que si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde les acteurs dans les films et tout ça, ben oui, ça va être habituellement des gabarits assez imposants. Mais, tu sais, un adolescent de 13, 14, 15 ans ne sera pas capable d'aller chercher ce gabarit-là, même s'il se gave de protéines, parce que, comme je disais tantôt, l'excédent se ramasse dans la floche à la salle de bain. Et il n'y a pas d'hormones impliquées encore. Ça prend des hormones pour emmagasiner du muscle. Fait qu'il faut que la puberté se fasse. Et si le jeune va au gym, là, puis il s'entraîne sérieusement au gym pour bâtir ses muscles, même là, il n'y a pas d'utilité. Là, on rentre dans un autre sujet, mais oui, effectivement, l'entraînement en résistance, l'entraînement musculaire comme ça, aller au gym, lever de la fonte, c'est pas contre-indiqué chez les enfants, chez les adolescents. Il y a même plein de belles données sur le fait que c'est un entraînement qui peut être super intéressant tant et aussi longtemps que c'est bien fait, bien supervisé. Mais encore là, on doit avoir des objectifs qui sont réalistes parce que pour doubler sa taille de biceps puis être très, très, très tight dans un T-shirt, ça prend des hormones. C'est pas juste les protéines qui comptent, c'est les hormones, c'est la testostérone qui va faire que le corps va pouvoir emmagasiner ces molécules-là dans les muscles. Malheureusement, un adolescent de 13-14 ans... Là, moi, je suis un ado, j'écoute ça. Un adolescent de 13-14 ans... Comment j'ajoute de la testostérone dans mon corps? En attendant que ton corps fasse sa puberté. Parce que tout ce qui va être exogène, tout ce qui va être acheté sur Internet et injecté avec une petite seringue dans la salle de bain d'un gym va avoir une panoplie d'effets secondaires super dangereux à moyen long terme. Fait qu'on peut se bousiller le corps avec des choses qu'on peut trouver en un clic sur Internet. Là. Puis maintenant qu'on a déjà... Je pensais pas qu'on allait parler de ça maintenant, mais c'est sûr que maintenant qu'on en parle, là, des stéroïdes anabolisants, justement, là, de ce que je comprends, faire un petit résumé, prendre plein de protéines, plein de chèques de protéines, ça revient au même que manger normalement. Fait qu'au bout du compte, je paye juste beaucoup trop cher pour des poudres de protéines. Je fais juste marcher. Oui, puis tu n'auras pas les bénéfices de l'alimentation dans le sens où ton chèque de protéines, c'est juste des protéines. Alors que si tu vas la chercher avec l'alimentation, tu vas avoir plein de, justement, d'autres macronutriments, micronutriments. Tu vas avoir des fibres, tu vas avoir plein de choses qui vont t'aider à te soutenir. Fait que l'argument de c'est rapide, c'est efficace, mais non, parce que c'est pas aussi complet qu'une alimentation normale. Je suis tellement contente d'avoir ça, Dr. Ouellette, parce que moi, j'étais dans l'idée, ouais, mais là, s'ils mangent pas, mais 98% des gens mangent assez, puis 98%, si tu manges assez, ça veut dire que tu as assez de protéines. Fait que dans le fond, c'est un gros mythe que même moi, comme je dois vous avouer, même moi, je prends des poudres de protéines, mais là, je suis comme, wow. C'est une dépense inutile. Tout se ramasse. C'est vraiment intéressant. Probites. Fait que pour les stéroïdes anabolisants, ben justement, là, je comprends, prendre plein de protéines, c'est pas une option. Fait que là, moi, qui est un jeune adolescent ou un jeune adulte, je me dis, que même si je prends plein de protéines, ça sert à rien, ben je vais augmenter mon taux d'hormones, prendre des stéroïdes anabolisants. C'est quoi les risques de ça? Parce que là, je veux pas avoir l'air d'être trop stéroïde, là, mais comme je disais tantôt, il faut avoir des attentes réalistes par rapport à qu'est-ce qu'on va aller chercher avec notre entraînement. Parce que, comme je le disais, un adolescent qui n'est pas encore rendu à la fin de sa puberté n'aura pas les taux d'hormones dans son corps pour générer un gros gonflement au niveau musculaire et tout. Mais il va pouvoir énormément bénéficier de l'entraînement en résistance, de l'entraînement au gym, par 1 million d'autres processus. De un, l'entraînement avec poids va aider au niveau de la santé osseuse. De deux, il va avoir également la connexion entre le cerveau et le muscle. La connexion neuromusculaire va être, par le fait qu'on l'entraîne, va être beaucoup meilleure. Fait que l'activation, le contrôle, la balance musculaire, tout ça va être optimisé. Fait que
tu veux avoir un cerveau qui communique bien avec tes muscles. Fait que le fait d'entraîner ça va permettre ce type d'adaptation-là. Puis ça va te permettre aussi de développer la coordination, l'équilibre, toutes des belles capacités que tu vas pouvoir par la suite introduire dans le sport, peu importe le sport que tu fais. Fait que l'entraînement en résistance peut être un très, très beau modèle d'entraînement à incorporer dans la structure d'une athlète, tant et aussi longtemps qu'on va avoir des objectifs qui vont être réalistes. Et si c'est bien fait, et si c'est bien fait, sous supervision, bien progressé, c'est même démontré comme étant une forme de préhabilitation, dans le sens où on prévient les blessures en faisant ça. Et aussi, c'est moins risqué que certains entraînements, comme des sports de contact, comme le football, le rugby ou des choses comme ça, dans lesquels les gens n'hésitent habituellement pas à mettre leur enfant. Fait que l'entraînement en résistance, ça peut être bien quand on s'entend qu'on a des objectifs réalistes. Mais là, après ça, si on rentre dans les choses plus hardcore et on rentre dans les stéroïdes anabolisants, c'est sûr que oui, les hormones, c'est bien démontré qu'il va y avoir une augmentation du poids, une augmentation de la force, une augmentation de la masse musculaire. Mais comme je disais, il y a énormément d'effets secondaires qui, à mon avis, à moi, viennent... Il n'y a même pas d'hésitation à savoir que la balance n'est pas tiltée du bon côté, là. Au niveau juste hormonal, on vient te donner des doses massives de testostérone. Si tu es un gars, ce que ça va faire, c'est que ça va dire à ton corps, parfait, je n'ai plus besoin d'en produire. Fait que ça peut causer des anomalies au niveau testiculaire, une atrophie, une réduction du volume au niveau des testicules, une anomalie au niveau de la production des spermatozoïdes aussi, qui peut être extrêmement longue à récupérer. Fait que cet adolescent-là de 16, 17, 18 ans qui va vouloir avoir des enfants fin vingtaine, début trentaine, ça se peut que ça soit pas revenu encore, là. Ça peut être très long à revenir. Ça peut atteindre la fertilité à long terme, comme je disais. Puis c'est associé à certains risques de cancer, entre autres au niveau de la prostate, au niveau du foie. Fait que c'est à ne pas négliger. Puis pour une fille, on peut se dire, c'est correct, mais non, au contraire, il va avoir tout cet afflux-là de testostérone dans un corps qui n'est pas habitué, qui est supposé avoir un petit peu de testostérone, mais pas dans des niveaux comme ça. Fait que là, on va avoir, il va y avoir des changements d'atrophie au niveau des seins, des changements au niveau des organes génitaux externes, perte des menstruations. Fait qu'encore là, pour la fertilité, c'est pas l'idéal. Pour les enfants, les adolescents, ça peut être super drastique dans le sens où un enfant parce que, tu sais, je vais dire 10-11 ans, parce qu'on sait que les stéroïdes sont présents à partir de la fin du primaire. Là. C'est démontré qu'à partir de l'âge de 10, 11, 12 ans, il y a des jeunes qui vont commencer à utiliser ce type de produit-là. Puis juste, où est-ce qu'ils se procurent ça? Comment ils viennent en contact avec ça? 2 clics d'avoir des stéroïdes qui sont livrés à ta porte. Avec Internet, c'est très facile de se ramasser dans des places louches. Ça reste que c'est illégal au Canada, puis c'est quelque chose qui est punissant par la loi, mais on est à 2 clics d'avoir n'importe quoi qui est livré à notre porte dans une boîte qui est plutôt anonyme. OK. Fait que très facile. OK. Fait que comme je disais, pour un enfant, on a un apport massif de testostérone, mais le testostérone, ça arrive en fin de puberté. Fait que ça peut faire fermer prématurément les plaques de croissance. Fait qu'on va se ramasser avec des enfants qui vont être plus petits, qui vont avoir des pubertés qui vont s'amorcer beaucoup plus tôt que ce que la normale aurait été. Fait qu'on va avoir le développement de caractéristiques sexuelles secondaires, mais surtout, comme je disais, la fermeture précoce des plaques de croissance. C'est super important, ça, parce que dans le fond, l'idée derrière ça, de prendre des stéroïdes anabolisants, c'est pour un peu optimiser sa morphologie, mais ça vient contrecarrer complètement l'effet. Tu ne fais que te nuire. Parce que si tu arrêtes de grandir, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Puis une fois que tu as arrêté de grandir, c'est fini. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Exact. Puis, tu sais, il y a aussi, quand je parlais d'hypothéquer sa santé à moyen et long terme, toutes les hormones, tu sais, on parle de stéroïdes, on parle d'hormones de croissance, va avoir un impact au niveau de la santé cardiovasculaire. Toutes ces hormones-là vont avoir tendance à favoriser les crises de cœur, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux. Ça cause de l'hypertension, ça cause du mauvais cholestérol, ça peut endommager le muscle cardiaque. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qui vont justement avoir des conséquences à très long terme. Ça va épaissir le sang, ça va causer des problèmes au niveau du foie, comme je disais, risque de cancer. Puis même chez les jeunes. Là, parce que souvent, quand on est jeune, on pense qu'on a genre une immunité à tout, là, mais même chez les jeunes, ça peut avoir ces effets-là. 13% des utilisateurs de stéroïdes anabolisants vont avoir des complications aussi reliées aux aiguilles, parce qu'habituellement, c'est des choses qui sont injectées. C'est rarement fait dans les conditions les plus salubres, fait que le risque d'hépatite B, d'hépatite C, de VIH
ne fait qu'augmenter à cause de ça. Comment, je suis un parent, comment je peux suspecter que mon enfant utilise des stéroïdes sans m'en avoir parlé, par exemple? C'est une bonne question. C'est sûr que souvent, moi, le premier déclic, c'est quand il se met à avoir un intérêt important pour l'entraînement en résistance, pour l'apparence, l'augmentation de la masse musculaire aussi. C'est là où est-ce que quand le focus se met à s'orienter vers ce type de morphologie-là, je pense que c'est là où on doit avoir des questions. Puis nous, en tant que médecins, quand on voit des effets secondaires qui sont associés à tout ça, quand je parlais, tu sais, un enfant jeune n'est pas supposé avoir de haute pression de cholestérol, surtout quand il est fit, quand il n'y a pas une morphologie qui nous ferait penser à des problèmes de cholestérol, à des problèmes de haute pression et tout ça. Fait qu'il faut y penser quand on voit ces effets secondaires-là qui sont une liste qui est pratiquement interminable, mais on doit y penser aussi si on fait des bilans sanguins pour X, Y raison, puis qu'on voit des anomalies au niveau hormonal, des anomalies au niveau de l'hémoglobine, au niveau des globules rouges, c'est là où encore là, on peut se poser la question. C'est un peu l'ajout de plein de petites épices qui va nous mettre la puce à l'oreille, mais je pense que pour un parent ou pour un médecin en première ligne, l'intérêt marqué pour l'entraînement en résistance, l'intérêt marqué pour ce type de physiologie-là, l'augmentation marquée de la masse musculaire aussi, doit nous faire allumer, parce que comme je disais tantôt, ils n'ont pas les niveaux endogènes d'hormones nécessaires pour générer l'éclatement des boutons de la chemise. Là. OK. Puis, mais moi, tu sais, les stéroïdes anabolisants, c'est niaiseux, mais je connais beaucoup de gars de mon entourage là, qui sont un peu fiers là, d'utiliser ça. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont le physique qui vient avec, là, puis des fois, c'est vraiment difficile, surtout dans une période d'âge où tu te définis beaucoup par ce que tu ressembles. C'est quoi les arguments qu'on peut leur donner, tu sais, pour leur dire comme... C'est quoi les arguments qu'on peut donner? Là, vous avez résumé une liste de choses, mais mettons... un one-liner ou plus de 3 one-liners qui nous permet de leur dire comme tu sais pas à quel point tu nuis à ta santé physique. Malheureusement, je pense pas qu'il y ait un one-liner qu'on puisse utiliser parce que là, après ça, on rentre un peu dans l'entretien motivationnel dans le sens où tu ne peux pas faire changer quelqu'un qui ne voit pas un problème face à ce qu'il fait. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je préconiserais serait peut-être plus de discuter avec la personne de pourquoi tu fais ça, quelle est ta raison à toi pour faire ça. Puis après ça, tu peux déconstruire avec ton argumentaire médical. Fait que, tu sais, si la personne fait ça dans un but purement esthétique, pour un garçon, ben on peut après ça mentionner le fait que oui, ben il va y avoir des changements, il peut y avoir des changements au niveau des testicules, qui est peut-être pas ce que tu préconiserais dans ta masculinité, disons-le comme ça. Mais aussi, un des effets secondaires importants pour un gars que tu loads avec la testostérone, les chaînes enzymatiques vont faire qu'il y a une partie de tout ça qui va être complètement excessive et inutile, qui va être transformée en estrogène, en hormone femelle. Fait qu'il va avoir, à ce moment-là, l'apparition de gynécomastie, de développement au niveau du tissu mammaire chez un homme. C'est peut-être pas ce qui est le plus favorable encore là au niveau de l'image corporelle recherchée. Fait que c'est comme ça des fois qu'on va être capable d'aller les rechercher en ayant leur argumentaire, puis en étant capable d'amener notre appelons ça sagesse médicale pour essayer de déconstruire ce qui va avoir été construit par Internet, les réseaux sociaux, les discussions, les collègues, les discussions dans les gyms et tout. Là. Je trouve ça intéressant de voir ça plus comme un entretien motivationnel qui est utilisé complètement pour les patients qu'on veut qui arrêtent de fumer, qui arrêtent de consommer de l'alcool. Mais l'utilisation des stéroïdes, c'est à prendre comme c'est quand même un problème en soi. C'est pas le fait de prendre les stéroïdes, c'est qu'est-ce qui mène à prendre les stéroïdes, le problème. Fait que je trouve ça super intéressant. Une dernière question que j'aurais pour vous par rapport à l'utilisation de stéroïdes, c'est plus par rapport aux atteintes au niveau du foie. C'est comme je sais pas si c'est une mythe ou réalité, comme quoi que prendre beaucoup de stéroïdes mènerait à avoir un foie d'une personne qui boit beaucoup, beaucoup d'alcool. C'est une mythe ou une réalité? Non, c'est une réalité parce que les stéroïdes en tant que tels vont être toxiques pour le foie de façon directe, peuvent également causer là, des problèmes au niveau de la vésicule biliaire. Et comme je le disais tantôt, il y a un risque de cancer qui est présent et d'une condition aussi dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie deviennent très, très, très friables, très, très, très fragiles. Donc, on devient à risque d'avoir des saignements au niveau de l'abdomen. Si on tombe, si on un petit accident, une petite chute, whatever, ça peut dégénérer. Puis après ça, pour le chirurgien, ça va être très, très, très difficile d'aller contrôler ce saignement-là par les méthodes usuelles parce que les tissus sont trop friables.
Super intéressant. Fait que non, c'est pas dénué de risque du tout. Là. Mais ce que je trouve encore plus fou, c'est que c'est tellement commun, les gens. Puis comme vous dites, c'est tellement accessible, c'est tellement commun que les gens ils minimisent un peu la chose. C'est tellement rendu social qu'on dirait que je trouve ça important d'en parler puis de vulgariser pourquoi c'est autant mauvais, mais de le voir ça comme étant Puis il faut pas se mettre la tête dans le sable, dans le sens où, comme je le disais tantôt, 10, 11, 12 ans, ça existe. C'est très, très jeune, là. C'est 5e, 6e année. Mais ces jeunes-là sont exposés et ça a été démontré que peuvent en consommer. Fait qu'il faut pas se cacher la tête dans le sable, faut l'aborder avec nos patients. Puis à ce moment-là, ben faut, comme je le disais tantôt, essayer de déconstruire les choses pour les amener à vouloir changer, parce que à la seconde qu'ils sortent du bureau, j'ai plus de grip sur eux à ce moment-là. Là. Changer ce processus de pensée-là. Vraiment intéressant. Exact. Oui. Je suis un peu traumatisée par l'âge de début. Mais... si on revient un petit peu... Non, on peut passer à d'autres... Oui, c'est ça. Là, on a parlé de protéines qui nous a mené à parler des stéroïdes anabolisants, mais d'autres protéines, d'autres suppléments aussi qu'on parle beaucoup, outre les protéines, c'est la créatine. Beaucoup de le monde prend ça. Puis moi, je me demande, en fait, c'est quoi? Puis ce serait quoi à quoi ça sert, surtout dans la population pédiatrique en général? Bon, on revient au principe de base qu'il n'y a aucun des suppléments, comme je le disais tantôt, qui est vraiment nécessaire pour quelqu'un qui a une bonne alimentation. Le problème qu'on a avec la créatine, c'est quelque chose qui est très efficace. La créatine, dans le fond, là, c'est une molécule qui va être utilisée dans toute la cascade cellulaire que tu as étudiée en biochimie, première année de pré-med, là. Super utile dans la production d'énergie au niveau de la cellule. Fait que si on résume à sa plus simple expression là, pour des gens qui n'ont pas justement un doctorat en biochimie, là, au final, la créatine va t'aider à régénérer ton énergie au niveau de tes cellules, donc au niveau de ton corps au complet. Fait que c'est un des produits qui va être parmi les plus efficaces pour justement t'aider à survivre à tes entraînements ou à des périodes plus intensives, des camps d'entraînement, des compétitions très rapprochées, tout ça. Puis c'est aussi un des produits qui va être parmi les plus efficaces pour le gain de poids. Mais ça ne sera pas nécessairement du gain de muscle. Il va y avoir beaucoup de rétention d'eau qui va se faire à ce niveau-là. Fait que c'est du poids qui va être facilement perdu par la suite. Mais c'est bien démontré que pour les exercices de courte durée, de haute intensité chez l'adulte, ça va avoir un très bon effet. Ça n'a pas d'effet sur l'endurance. Fait que quelqu'un qui fait de la course de fond, du demi-marathon, des trails que tu pars puis que tu arrêtes 3 jours plus tard, là, la créatine ne sera pas d'un grand bénéfice. Mais pour les choses de courte durée, haute intensité, le hockey, les choses comme ça peut être un produit qui va être super intéressant. Mais il faut se souvenir que c'est un produit qu'on rajoute dans notre corps. Fait qu'il y a toujours le risque de contamination. Fait que pour ceux qui sont appelés à faire un pipi dans un petit pot, il faut garder ce risque-là en tête. Au niveau des reins en tant que tel, ce n'est pas un produit qui est dangereux, à moins qu'on combine avec d'autres choses. Puis là, c'est là où on rentre dans la discussion que les athlètes, des fois, prennent beaucoup de choses. Fait que là, si on combine avec de la caféine, avec des anti-inflammatoires, du Advil, du Motrin, Aleve, Naproxen, tout ça, si on combine des fois avec des produits qu'on ne devrait pas, comme les médicaments pour faire uriner, les diurétiques, les médicaments qui vont être utilisés des fois pour les sports dans lesquels tu dois avoir un poids là, que tu ne peux pas dépasser, là, les sports de combat, les trucs comme ça, là, on vient mettre un stress supplémentaire. Le stress de la créatine tout seul sur le rein est tolérable si la personne n'a pas de problème de rein, mais les athlètes prennent des poignées de trucs, puis même dans les niveaux là, professionnels ou amateurs élevés. Là, fait que là, il faut le garder en tête. Et il y a aussi les effets secondaires au niveau digestif que ça peut causer, de l'inconfort, des crampes, elle va vite dans la salle de bain. Puis ça peut causer, à cause de la rétention d'eau, de la haute pression qui peut avoir des problèmes au niveau du cerveau, au niveau du cœur. Fait que tu sais, c'est pas un produit qui est sans risque. Et c'est aussi, moi, je pense que la chose qui me fait le plus peur par rapport à la créatine, c'est que c'est le produit qui a été démontré comme étant le plus à risque de transition vers quelque chose de plus hardcore comme les stéroïdes anabolisants. Okay. Fait que, ça fonctionne bien, fait que c'est victime de sa gloire un peu, puis les gens deviennent un peu accros au succès. Là. Mais spécifiquement en pédiatrie, il n'y a pas comme de particularité, c'est un peu les mêmes effets. C'est un peu les mêmes effets. C'est sûr que ça n'aura pas été étudié comme ça a été étudié chez l'adulte, parce que ces études-là vont être beaucoup plus dures à faire accepter puis
à dérouler. Mais puis aussi le fait que, tu sais, je pense que les enfants et les adolescents, en général, vont avoir une santé rénale qui va être meilleure que celle des adultes, fait que le risque va être un petit peu amoindri à ce niveau-là. Mais quand même, je ne peux pas avoir un discours très positif par rapport à la créatine avec les gens qui m'en parlent, de par les risques qui viennent avec l'utilisation d'un produit comme ça. Mais si vous me demandez, est-ce que ça peut aider? Oui, pour les exercices de courte durée, de haute intensité. Okay. C'est un bon buffer d'énergie. Puis, moi, mettons, juste une question de gestion des méfaits, encore une fois, là, je pensais plus à la cigarette, la nicotine. Est-ce que la créatine serait la nicotine des stéroïdes? Disons qu'on a un enfant qui se dit, moi, je vais prendre des stéroïdes, je prends des stéroïdes. On dit, écoute, prends pas des stéroïdes, tu peux prendre la créatine qui aurait des impacts sur la santé un petit peu moins dangereux que les stéroïdes. Je comprends que le mieux, c'est si rien. tu veux le regarder, ouais, là, c'est malaisant, mais si tu veux le regarder dans un principe de réduction des méfaits, je serais d'accord avec toi. Ouais. Mais encore là, moi, je le verrais comme une ouverture de discussion de c'est quoi tes objectifs, pourquoi tu as ces objectifs-là, qu'est-ce que tu veux faire, puis comment on peut essayer de t'aider à le faire de la bonne façon. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, tous ces questions-là que j'ai dans le bureau, tous ces questionnements-là qui m'arrivent à moi sont le fruit de souvent beaucoup de discussions de cuisine puis de locker room et tout ça, là. Mais moi, je le vois comme, je veux dire, tu m'ouvres un petit peu une porte. Je passerai pas par la fenêtre, là. On va en parler. On va ouvrir la discussion, puis les gens sont habituellement très satisfaits d'avoir cette ouverture-là de la part des professionnels de la santé parce qu'ils ont des questions, ils veulent avoir des réponses. J'aime ça. Ça porte vraiment le fait de prendre la créatine, prendre des stéroïdes. Ça, dans le fond, c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qui mène à ça qui est vraiment le problème qu'il faut un petit peu plus approfondir, autant les parents que le médecin. Qu'est-ce que tu cherches avec ça? Pour quelle raison c'est devenu une absolue nécessité dans ta tête? Parce que de ce que je comprends, ça n'en est pas une, aucunement. T'sais, ça apporte un petit peu de bienfait. La créatine, le stéroïde, on s'entend que c'est que des points négatifs. Mais la créatine, il y aurait un petit peu de bienfait, mais pourquoi tu cherches ces bienfaits? Exact. Pourquoi tu as besoin de ça dans ton soccer récréatif là, ou dans ton hockey puis rugby? Pourquoi tu as besoin de ça? Un autre, dans le même sujet des protéines, là, il y a une autre molécule qui est assez populaire chez les influenceurs, le collagène. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Qu'est-ce que ça fait? Je ne comprends pas l'utilisation de collagène en pilule, en comprimé comme ça, ou même en crème. Le collagène, c'est une grosse molécule qui réussira pas à traverser, qui réussira pas à pénétrer l'organisme. Fait qu'au final, encore là, c'est une grosse dépense pour des enfants, des adolescents qui, au final, sont corrects, là, leur collagène. Là, ils n'ont pas eu les années d'usure, la cinquantaine, la soixantaine de quelqu'un qui a travaillé sa construction toute sa vie, puis qui a les genoux fatigués, puis qu'il va avoir eu cette usure-là du temps. Fait que je vois pas pourquoi un enfant, un adolescent aurait besoin de collagène pour venir soutenir son cartilage, venir soutenir son développement au niveau tendineux, au niveau osseux. Ça fait pas de sens dans ma tête à moi, la nécessité de ça, là. Pas tant de risques associés à ça, mais c'est une grosse dépense, puis on se met à risque de prendre des substances un peu illégales. Exact, parce que le degré de surveillance de ce type de produit-là versus les médicaments qu'on va prescrire au quotidien, c'est deux mondes complètement différents. Autant les médicaments, c'est surcontrôlé parce que, je veux dire, ça se doit d'être surcontrôlé. Les produits naturels comme ça, les suppléments alimentaires comme ça, il y a presque rien de régulation. Aux États-Unis, c'est pas régulé du tout. Si l'agence de vérification de tout ça, la FDA, veut retirer un produit, elle doit faire la démonstration que le produit est dangereux, mais la personne qui veut le mettre sur le marché n'a pas à démontrer que son produit est efficace. Et ces gens-là peuvent avancer n'importe quoi. C'est pour ça que la publicité sur les produits, les suppléments alimentaires, c'est souvent des mots là, dithyrambiques. Là. C'est merveilleux, c'est efficace dans tous les cas, patati patata. C'est des allégations qu'un médecin n'aurait pas le droit de mettre par rapport à quoi que ce soit parce que ça serait de la charlatanerie, mais la manière dont la législation est faite, ces gens-là peuvent
peuvent invoquer n'importe quoi sans avoir besoin de le backer avec des données. Fait qu'au final, tu sais, quand tu rentres dans une boutique de produits naturels, tu te rends compte que, justement, là, ce qui est marqué sur les produits, je veux dire, c'est des termes qui n'ont pas de bon sens, que je n'utiliserai jamais au quotidien parce que je sais que ce que j'ai à vendre comme traitement, comme thérapie, comme whatever, ne peut pas atteindre ce niveau de perfection-là. Fait que, tu sais, le fait que ces produits-là, justement, il n'y a aucune régulation, il y a des pourcentages de contamination qui sont quand même assez importants, là. Ça a été étudié de plein de manières différentes par plein d'organismes. Puis on va tout le temps chercher, là, grosso modo, là, entre 10 et 25% de contamination dans les produits qu'on peut acheter dans les boutiques de suppléments. 10 à 25%, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, on s'entend. Il va y avoir des produits, dans le fond, comme je disais, 10 à 25% qui vont te faire flaguer dans ton test de pipi là, pour l'antidopage. Ça ne sera pas des niveaux qui vont être suffisants pour t'amener un quelconque effet ergogénique, pour t'amener une quelconque augmentation de masse versus ce que tu prendrais si tu prenais des stéroïdes anabolisants directement. Mais ça peut te détruire une carrière, le fait d'avoir un test de pipi positif. Et comme je le disais, tu es responsable de ce qui se retrouve dans ton corps. 10 à 25%, je trouve que c'est des chiffres qui sont extrêmement préoccupants. Ouais. Puis là, de ce que je comprends, vous parlez des suppléments, il n'y a rien qui appuie le fait que c'est bon, mais il n'y a rien qui appuie le fait que c'est complètement mauvais. Quand on parle de suppléments, juste rendre ça clair, on ne parle pas de stéroïdes, on sait que c'est mauvais, créatine, on sait que ça pourrait être mauvais, on parle vraiment de collagène puis de vitamines, juste être certaine, là. Fait que dans le fond, si une personne prend un supplément, prend beaucoup de collagène, prend des vitamines, est-ce qu'on sait que c'est pas mauvais nécessairement? Il peut avoir un risque. Il y a certains, entre autres, là, comme je disais tantôt, les protéines, le sucre et tout ça, habituellement, l'excédent va être éliminé dans la toilette. Fait que ça, c'est pas un enjeu majeur à moins d'avoir un problème de santé. Pour les micronutriments, il faut quand même faire attention parce que si on va, puis tu sais, dans les suppléments de vitamines et tout ça, dans les poudres, peu importe le type de poudre, les greens, les ci, les ça, qu'on va rajouter dans de l'eau, qu'on va ingérer, les dosages souvent qu'il va avoir de vitamines, de minéraux vont être 300, 400, 500% de ton apport quotidien. Fait que là, ça, c'est si tu respectes la posologie. Mais tu sais, si un petit peu, c'est bien, beaucoup, c'est beaucoup mieux. Fait que là, les gens vont souvent dépasser la posologie quotidienne recommandée, mais d'avoir des niveaux excessifs de certaines vitamines, certains minéraux peut entraîner des problèmes au niveau de la santé. On pense, entre autres, à certaines vitamines, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, les vitamines qui sont liées avec les tissus adipeux. Bien, ça va s'accumuler dans le corps, puis ça peut causer des problèmes. Ça peut venir complètement changer les niveaux de médication que tu peux prendre pour X, Y, Z raison, là, problème de santé que tu as. Fait que c'est pas dénué de sens, là. Si tu prends de la vitamine D en excès, ben tu vas absorber beaucoup plus de calcium. Fait que tu peux avoir des pierres aux reins. Ça fait mal. C'est pas agréable là, de passer une garnotte à 10-12 ans. Là. Fait que ce n'est pas des produits qui sont dénués de risques. Même si c'est des vitamines, même si c'est du phosphore, du magnésium, chaque chose que tu vas mettre dans ton corps peut être associée à un risque. Fait que ça n'est pas banal. Faut s'enlever dans la tête que c'est un produit naturel, j'ai acheté ça à la pharmacie, c'est des vitamines, c'est des minéraux, c'est sécuritaire. Quand c'est pris dans des niveaux qui sont excessifs, on sort de la zone sécuritaire. Justement, on a parlé de greens, pas de nos uniformes, mais... c'est quoi les greens? Puis justement, encore une fois, les risques associés à ça, en plus du fait qu'on ne sait peut-être pas trop ce qu'il y a là-dedans, ça coûte cher, exact. Puis il y a l'aspect des vitamines, minéraux qu'on ne veut pas en surplus. C'est quoi les greens? C'est... Bon, je vais avoir deux réponses à ça. De un, c'est un marketing incroyable, mais là, on va fermer ça. Je suis victime du marketing. Exact. Oui, visiblement, tu sembles avoir... d'après moi, ton algorithme est complètement... Puis là, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on jase aujourd'hui, si tu as ton cellulaire sur toi, watch out tes publicités Instagram, tu ne fourniras pas. Là. Fait, comme je disais, c'est quelque chose de très trendy au niveau du marketing. Mais c'est quoi les greens en tant que tel? C'est, je vais le réduire ça encore là à sa plus simple expression, c'est des fruits et des légumes
que tu es trop large pour manger toi-même. Dans le sens où ça va être habituellement, des minéraux, des vitamines qu'on va retrouver habituellement dans la consommation de fruits et de légumes. Fait que tu sais, ouais, exact. Ben en fait, on s'entend que si je prends de la niacine, de la vitamine D, de la vitamine E, puis que je mets ça dans une poudre, ça va être blanc pâle, brun, beige. Fait que le green, habituellement, ça va être un colorant qu'on va rajouter pour que ça ait l'air vert. Donc, c'est une couleur qui est associée à la santé. Mais les greens, c'est quoi? C'est ça. Ça va être des éléments qu'on va retrouver habituellement dans les fruits et les légumes, qu'on va avoir patentés en laboratoire dans des proportions qui appartiennent à la personne qui décide de le faire. Il n'y a pas de recommandation de rien. Les gens mettent ce qu'ils veulent en pensant, en disant, bon, ça, c'est très bon, je vais en mettre un peu plus. Ça, c'est moyennement bon, je vais en mettre un petit peu moins. Mais au final, on ne sait pas exactement ce qu'il y a là-dedans parce que la loi est telle qu'on n'est pas obligé de divulguer la recette officielle. Puis après ça, bon, on met ça dans une poudre, on rajoute du colorant pour que ça soit beau quand tu mets ça dans ton verre. Et voilà, tu consommes ça tous les jours. Ça se veut... Puis là, j'utilise des gros guillemets, là, ça se veut une méthode de remplacement pour la consommation de fruits et de légumes. Mais encore là, tu sais pas exactement ce que tu consommes. Tu le consommes dans des proportions qui sont déraisonnables. Donc, ce qui fait que tu te ramasses avec le pipi le plus dispendieux de la Terre par la suite, parce que ton corps n'emmagasinera pas ces choses-là. Il va, je veux dire, ce que je n'ai pas besoin, je l'élimine. Fait que ces choses-là vont être éliminées via l'urine. Puis, le risque de surdoser certaines choses, le risque d'avoir quelque chose que tu ne devrais pas avoir dans ton urine qui va flaguer là, si tu fais un test antidopage. Le problème qu'on a actuellement, c'est que c'est ça, c'est une molécule, c'est un produit qui est extrêmement trendy. On voit beaucoup de publicité là-dessus, on voit l'influenceur qui en font la promotion et tout ça, mais depuis quand ces gens-là sont des spécialistes de la santé, c'est un autre sujet, là. Mais c'est des choses qui, au final, ont très peu de bénéfices versus une alimentation régulière. Parce que si tu manges des fruits et des légumes, oui, tu vas avoir tous ces éléments-là, mais tu vas avoir les glucides, tu vas avoir les fibres, tu vas avoir puis tu vas avoir une alimentation qui va être beaucoup plus saine au final, là. Puis aussi, tu sais, mettons, là, on niaise, là, mais c'est vrai que moi, je consomme des greens. C'est aussi vraiment cher, comme, tu sais. Puis moi, personnellement, je me dis, tu sais, je suis en salaire. Puis là, j'ai pas l'air très de me reposer en question. Là, je sais, j'ai étudié en médecine, j'ai comme pas tant d'excuses, mais j'étais comme, tout le monde l'a fait, ça doit être bon. Mais je trouve ça tellement intéressant, dans le fond, de se dire, c'est vrai, comme je pourrais manger des fruits et des légumes, puis ça revient au même. Mais ça, c'est un des gros arguments pour tout le marketing des suppléments alimentaires. Puis la raison pour laquelle les enfants et les adolescents vont utiliser ce type de produit-là. Petit Joe, dans l'équipe à côté, il en prend. Ouais. Les autres athlètes à côté de moi sur la ligne de départ en prennent. Pourquoi moi, j'en prendrais pas? Pourquoi moi, je prendrais le risque d'être moins performant juste à cause de ça? Fait que l'effet d'entraînement est super important, d'où l'importance d'en parler, d'avoir la discussion, puis d'essayer de contrebalancer le poids des réseaux sociaux, des influenceurs, c'est ça, qui vont être très, très, très présents dans le quotidien, dans l'imaginaire aussi de ces athlètes-là. Vraiment. Oui, c'est vraiment intéressant. Tu sais, admettons, on a fait quand même un bon résumé de tout ça. Puis si quelqu'un écoute notre podcast et dit « oui, mais moi, je suis comme un athlète de haut niveau, là, tu sais, ça ne s'applique pas nécessairement à moi. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui s'entraîne vraiment beaucoup à un plus haut niveau? Est-ce qu'il y a un discours différent ou c'est exactement la même chose que n'importe quel adolescent, jeune athlète? Je ne pense pas qu'il y a une différence. Parce que si on revient à la base, qu'est-ce qu'un supplément? Un supplément, c'est quelque chose qui va être donné pour contrecarrer un déficit. Il te manque quelque chose à ton organisme, on se doit de le supplémenter. Comme je le disais tantôt, on le sait que nos enfants, nos adolescents vont aller chercher ce qu'ils ont besoin avec leur alimentation. Un athlète de haut niveau, fin de l'adolescence, jeune adulte, qui va avoir justement une carte d'équipe nationale ou un contrat professionnel, on s'entend, sa vie, ça va être de s'entraîner et de performer. Peut-être que cette personne-là pourrait être plus à risque, mais habituellement, bon,
professionnel ou amateur haut niveau implique équipe, implique nutritionniste du sport, implique accès à de la nourriture de qualité dans les athlètes professionnels ou même certains niveaux universitaires. Ils ont leur repas fourni à l'aréna, au stade de football aussi ou ça. Fait que, tu sais, ils ont accès à une abondance de nourriture. Puis encore là, ces athlètes-là vont habituellement avoir un suivi médical qui va être très, très, très serré. Je pense entre autres, pour avoir travaillé avec quelques équipes nationales au fil de ma formation, ces athlètes-là sont suivis par des équipes médicales, ont des prises de sang, des bilans de façon routinière. Puis là, oui, si on démontre que ton taux de fer est trop bas, que ton niveau de globule rouge est trop bas, oui, ça peut affecter négativement ta performance, puis on va te supplémenter en fer. Mais il n'y a aucun intérêt à ce que je te donne des niveaux de B6 ou de ci ou de ça démesurés pour un problème que tu n'as pas. Fait que l'argument de dire que je suis un athlète de haut niveau, j'ai besoin de prendre ça, à mon avis, à moi, c'est un argument qui est bidon et qui met au final ta propre réputation en jeu. Parce que, encore là, si on retrouve quelque chose dans ton organisme qu'on ne devrait pas retrouver, tu es l'unique responsable. Tu es responsable de tout ce qui se retrouve dans ton corps, peu importe la manière dont ça s'est rendu là. Avec la consommation de suppléments, oui, tu peux les vérifier, tu peux, il y a des badges de certification et tout ça, mais ce n'est pas 100% garanti. Puis 10 à 25% de suppléments contaminés dans les études, peu importe où on regarde. Il y a un risque qui est très, très grand. Fait que, tu sais, tant et aussi longtemps qu'on ne démontre pas un déficit, médicalement, il n'y a aucune indication de supplémenter. Au même titre que si tu as pas mal aux genoux, tu n'as pas de boiterie, je te prescrirai pas de béquilles. Là. Tu sais, je veux dire, ils vont rester dans le fond de la valise du char. Là. Fait que c'est un peu le même principe. Là. Moi, je trouve ça intéressant parce que vous, justement, qui est médecin spécialisé en médecine du sport, qui suit justement des athlètes avec des prises de sang, de ce que je comprends, ça vous est jamais arrivé de voir une prise de sang, de dire « Ah, lui, on va le faire un supplément en greens, un supplément en collagène. » C'est pas des choses qui se disent. Fait que pourquoi qu'un athlète amateur va dire « Ah, moi, j'ai besoin de collagène de plus », alors que les bienfaits sont même pas prouvés, c'est juste du marketing. Exact. Moi, je pense que le risque dépasse de beaucoup les bénéfices. Là. Juste le risque de contamination puis de tests de dopage là, et les effets secondaires rencontrés pour la majorité de ces suppléments-là au niveau gastro-intestinal, je ne pense pas que ça vaut la peine. Puis l'argument financier, là, je veux dire, à un moment donné, tu peux mettre ton argent ailleurs, là, tu peux le mettre dans ton équipement, ça, tu peux avoir des bénéfices. Si tu as un meilleur dérailleur, un meilleur vélo, un meilleur support, ça, c'est les choses sur lesquelles tu vas avoir des bénéfices. Là. Fait que je pense que les ressources financières sont limitées, il faut les mettre aux bonnes places. Un autre supplément qu'on parle souvent aussi, là, c'est le pre-workout puis la dose de caféine qu'il y a là-dedans. Moi, je me demandais, c'était quoi votre opinion là-dessus sur l'utilisation de pre-workout avant d'aller s'entraîner? Puis c'est quoi la différence aussi avec la créatine? Est-ce qu'il y a une différence à faire? Le pré-workout, en fait, ça va être une combinaison de plusieurs suppléments. Il va y avoir des acides aminés, des protéines, il va y avoir des carbohydrates, du sucre là-dedans pour soutenir ton effort. Encore là, est-ce que c'est nécessaire? C'est un autre débat complètement. Mais il va souvent avoir aussi des stimulants là-dedans pour te donner le kick nécessaire pour aller rajouter des plates de plus. Là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, la caféine va être un stimulant qui peut avoir un effet positif sur ta performance, dépendamment de ton sport. Tu sais, si tu tires à l'arc, ça se peut que tu ailles le shake un peu. Fait qu'il y a des sports pour lesquels ça sera pas bon, mais en général, on va voir souvent là, les athlètes arriver à l'aréna, au stade de baseball, football, avec leur café dans les mains. Parce que oui, ça va augmenter le niveau d'alerte, fait que ça peut avoir un effet positif sur la performance. Mais d'un autre côté, la caféine va augmenter ton anxiété, peut avoir des palpitations, tu peux avoir un syndrome de sevrage si tu as sauté ton café du matin, mais ça peut être dangereux aussi, parce qu'encore là, on revient au fait que il y a ce qui est recommandé sur la bouteille, mais tu sais, si un peu c'est bien, beaucoup va être mieux. Fait qu'il y a des doses toxiques, puis il y a des doses mortelles de caféine. Si on pense à un adulte, dose toxique à peu près 1000 mg, dose létale à peu près 5000 mg. Le gros format de café là, dans les chaînes standards là, va contenir à peu près 500 mg de caféine. 500 mg, c'est beaucoup de caféine. Un café normal, c'est comme 80 à 130, 150 mg. Boisson énergisante, souvent, ça va être dans le 100, 120 mg. Il va y avoir d'autres choses, là, mais si on parle de caféine pure, un café filtre normal, on va retenir à peu près 100 mg. Le gros format, là, j'ai eu un matin difficile, là, ça va être 500. Fait que, tu sais, si ma caféine, je la prends dans une poudre ou dans une pilule,
ça peut être, tu sais, ça va être des contenus qui vont être très, très, très concentrés. Fait que c'est facile d'aller au-delà, puis que quelqu'un va se mettre à palpiter, que quelqu'un qui a déjà un petit problème au niveau du rythme cardiaque sous-jacent, tout d'un coup, ça part en peur, puis on tombe raz-de-mort sur le tapis au gym, là. Fait que, tu sais, il est là le danger, je crois, moi, par rapport à la caféine, le fait que c'est un stimulant dans les pré-workouts, dans les comprimés de caféine que les athlètes vont prendre des fois, le risque de surdoser ou de se causer des effets secondaires importants est très, très grand, là. Puis moi, je sais pas si vous avez la réponse à ça, là, mais est-ce que vous savez à quel point, c'est quoi la quantité de caféine justement qu'on retrouve dans du pré-workout? Mettons que moi, je me dis, je vais faire un sport, je vais me prendre du pré-workout. Est-ce que ça compte comme 2 cafés que je prends dans ma journée? Fait que là, j'ai pas le droit de prendre un café? Ça va dépendre dans le fond, du pré-workout que tu vas acheter. Puis ça va dépendre de comment tu vas l'utiliser, dans le sens où est-ce que tu utilises la dose recommandée par le fabricant, ce qui est marqué sur l'étiquette, ou tu y vas au feeling ou à la couleur que ça donne dans ton shaker. Fait que, tu sais, là, c'est là où est-ce que ça peut jouer beaucoup d'une personne à l'autre, sans compter que le fabricant te dit que dans une scoop, il y a 200 mg, mais c'est peut-être 300, c'est peut-être 100. La régulation par rapport à tout ça, elle est vraiment lousse. Puis, on reste dans beaucoup d'inconnus par rapport à tout ça. Je sais pas encore si vous avez la question, mais est-ce que la réglementation de vous, peut-être plus des jeunes adultes, là, ça m'étonnerait, peut-être la population pédiatrique pour avoir les doses de caféine, est-ce que 0 c'est mieux? Est-ce qu'il y a une petite dose? C'est sûr qu'on ne recommande, tu sais, c'est pas un supplément qui est recommandé, tu sais, on ne retrouve pas de caféine dans les fruits, dans les légumes, dans les choses comme ça. Fait que, tu sais, à la base, il faut se souvenir que c'est quelque chose d'externe. Fait que la dose quotidienne recommandée pour un enfant, pour un adolescent de caféine, c'est 0 pin bar. Puis certaines conditions aussi, les gens qui ont des conditions cardiaques, la haute pression, on ne recommande pas. Les femmes enceintes doivent limiter. Fait que, tu sais, il y a plein de moments dans la vie où est-ce que les taux de caféine vont être très recommandés. Mais en général, on va dire 1 à 2 cafés par jour. C'est pas mal un top que les gens devraient avoir. Puis là, après ça, là, on rentre dans comment le café a été torréfié, comment il a été préparé. Ça va venir affecter le taux de caféine. Mais se souvenir que 1 à 2 cafés par jour, c'est probablement une bonne limite à s'imposer, puis que pour un enfant, un adolescent, on est encore en dessous de ça. Fait que, moi, quand je vois les gens sortir du Starbucks, il y a 2 considérations. C'est ceux qui ont des drinks avec beaucoup de couleurs, c'est que du sucre. Puis ceux qui ont des drinks qui font de la boucane, c'est probablement beaucoup de caféine, parce que, comme je disais tantôt, le gros format, c'est à peu près 500 mg de caféine. Puis ça, je veux dire, les compagnies s'en cachent pas, là. C'est sur leur site web, c'est sur le mur à quelque part caché loin sur le bord des toilettes dans le café, là, mais c'est beaucoup de caféine. Là. Pas pour rien que les gens vont palpiter beaucoup, puis que les gens sont anxieux dans le char le matin, puis que tout le monde est agressif au volant. Là. Il y a beaucoup de caféine impliquée dans tout ça. Là. Puis au niveau du sport, de ce que je comprends, des fois, le petit bienfait, ce serait que ça apporte un peu de concentration, puis ça apporte aussi un petit peu de c'est un stimulant, au même titre que certaines molécules que moi je vais prescrire, tu sais, les psychostimulants pour le TDAH et tout ça, ça vient agir aux mêmes endroits dans le cerveau, ça vient stimuler les mêmes ondes, libérer les mêmes transmetteurs, mais c'est sûr que ça vient avec d'autres effets secondaires parce que c'est un produit que tu rajoutes à ton corps. Puis, je sais que là, je pense que je suis fatigante avec ma gestion des méfaits, là, mais on dirait que je me dis, je préfère leur dire... Parce que là, non seulement tu consommes des greens, mais tu as plus que 2 cafés par jour. Moi, c'est ce que je déduis de moi, tout ça. Moi, je fais ça. Non, mais, tu sais, mettons qu'on a un jeune qui, lui, fait du baseball puis qui doit vraiment se concentrer, puis disons, moi, je veux prendre mon pre-workout. Ce serait quoi la meilleure gestion des méfaits qu'on pourrait lui dire, OK, prends la moitié de ton scoop de protéines. Comme ça, t'as pas de protéines, mais de pre-workout. Ça va permettre d'avoir ton effet puis de pas trop nuire justement au fait que tu as beaucoup de caféine. Moi, j'aurais plus tendance à dire, amène-toi un grand lait au chocolat, amène-toi une barre tendre, puis tu vas avoir sensiblement les mêmes bénéfices. Là. OK, j'adore. C'est une très bonne... Si tu vas avoir une alimentation optimale, il n'y a rien qui va être optimal dans une poudre. Il n'y a pas de poudre qui se promène dans la nature, qu'on peut cueillir d'un arbre ou qu'on peut ramasser là, d'une quelconque façon. Ça n'existe pas dans la nature. Fait qu'au final, ça va toujours être mieux quand tu vas avoir une alimentation riche et variée, quelque chose de plus naturel.
S'il y a une chose que tu as l'impression qu'on n'a peut-être pas parlé ou quelque chose, un message que tu aimerais passer, qu'est-ce que ce serait? Mangez bien, buvez bien. Au final, là, tout ça, là, la prévention des blessures, c'est une balance entre l'activité et la récupération. Puis j'entends par récupération, alimentation, hydratation, sommeil, puis varier les mouvements, autres activités. Mangez bien, buvez de l'eau, vous allez être correct. Juste bien manger, la moitié des légumes, le quart les grains, le quart les protéines. Mangez à votre faim, vous allez être correct, là. Ça coûte moins cher ça que des greens puis des poudres de protéines puis des comprimés qui, au final, vont faire que tu vas avoir le pipi le plus dispendieux de l'histoire de l'humanité. J'adore la conclusion. Eh bien, un grand merci, Dr. Ouellette. C'était vraiment un plaisir de discuter aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, toujours un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.